Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de Finmetrics sur la gestion des risques de taux d'intérêt, les outils disponibles afin de profiter de la baisse généralisée des taux d'intérêt actuellement. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre participation et vous rappeler que nous aurons une période de questions à la fin de la présentation. Je vous invite donc à nous envoyer vos questions à tout moment au cours du webinaire en utilisant la fenêtre de conversation, le chat box en anglais à cet effet dans le menu au bas de votre écran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas rapidement, c'est qui Finmetrics, qui nous sommes? Nous sommes des gestionnaires en produits dérivés. Nous sommes enregistrés à l'AMF, donc l'Autorité des marchés financiers. On est un conseiller indépendant en gestion des risques de devises, taux d'intérêt et commodités. Notre mission, c'est d'accompagner nos clients avec notre expertise dans la gestion des risques que je viens de mentionner reliés à leurs opérations. Pour soutenir tout ça, on a une équipe de gestionnaires et gestionnaires adjoints. Je me présente, Antoine Lajoie, fondateur de la firme. Je serai votre animateur pour cette conférence. Vous avez également mon collègue Antoine et Mathieu, ainsi que Normand, supportés par une équipe d'analystes également. Donc, en gestion de crise sans précédent, comment on adresse maintenant la gestion des taux d'intérêt? Il y a peut-être une opportunité à explorer de ce côté-là, malgré tout ce qui se passe actuellement. Donc, allons-y avec d'entrée de jeu les montagnes russes des marchés boursiers. Autant, là, comme vous le savez, avec une entreprise, on a des hauts et des bas. Présentement, il y a une situation extrêmement difficile pour beaucoup de gens, autant au niveau personnel qu'entreprise. Mais dans toute situation, peut se créer des opportunités. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment on peut en saisir dans tout ça. Lorsqu'on parle de la gestion des risques de taux d'intérêt, il y a toujours l'éternelle question de fixe ou variable. Qu'est-ce qu'on doit choisir? Et puis, lorsqu'on regarde ça, quand on évalue, dans le fond, l'impact des variations de taux d'intérêt sur un prêt de 10 millions, une augmentation, une diminution des taux de 1 ont un impact de 100 000 par année. Donc maintenant, pour savoir si c'est adéquat ou pas, ben, c'est toute une question de tolérance au risque. Donc, puis la tolérance au risque, c'est une notion qui est personnelle à l'entreprise. Ça dépend aussi du levier financier auquel l'entreprise est exposée et de ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire sa capacité de transférer les différents risques. Donc, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, est-ce qu'on peut le transmettre à nos clients via notre pricing. Lorsqu'on parle de gestion de risque, il existe une multitude de produits. Je vous en présente quelques-uns ici. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de mettre le focus sur tous les produits. Donc, mais l'objectif était vraiment de vous informer sur les mécanismes, des choix que vous avez. Puis après ça, bien, les produits vont découler naturellement de votre situation. Et bien sûr, ça, on prendra le temps de les présenter à ce moment-là. Un peu de perspective au niveau des taux d'intérêt. Vous voyez présentement les fluctuations de deux taux d'intérêt. Il y en a un qui est à taux variable, c'est le taux des acceptations bancaires un mois. Et le taux fixe ici, c'est le taux 5 ans actuellement au Canada. On voit que si je vous avais fait la présentation il y a un an, on était à ce moment-là, en 2018, à un moment donné où les gens anticipaient des hausses de taux d'intérêt, à un tel point que de prendre la décision de passer d'un taux variable à un taux fixe en coûtait 60 points de base pour fixer un terme de 5 ans. Soit refait les choses que les taux d'intérêt ont baissé, on voit là, une baisse significative là, de 1,75 actuellement. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que les taux d'intérêt long 5 ans sont en dessous des taux d'intérêt variables. On a eu une période à l'automne, et puis là, les taux court terme ont suivi, et puis notez ici la distinction encore des taux à long terme. Donc, le marché anticipe encore qu'il va y avoir des baisses de taux. C'est pourquoi le taux 5 ans est inférieur au taux 1 mois. Donc, présentement, de passer de variable à fixe, on réalise une économie de 60 points de base par rapport au taux 1 mois actuellement en vigueur. Ce qui est intéressant de montrer également, c'est la Banque du Canada dans tout ça. Ça, c'est le taux directeur que vous venez de voir apparaître. Dans la dernière année, a été relativement stable et puis a connu rapidement dans les dernières semaines une baisse. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que malgré que le taux de la Banque du Canada soit resté stable pendant 12 mois, ici, puis toute 2019,
les taux d'intérêt des marchés anticipaient en fonction des dires et des réponses économiques, des données économiques qui sortaient, anticipaient les mouvements des taux. Puis à un moment donné, bon, la Banque du Canada a passé à l'action, ce qui s'est matérialisé, là, comme on l'a vu dans les données. Si on revient maintenant au choix fixe, variable, comment ça fonctionne, bien, lorsqu'on décide de faire une gestion des risques de taux d'intérêt à taux variable, implicitement, on fait ce qu'on appelle l'auto-assurance, c'est-à-dire qu'on assume qu'on a la tolérance. Tantôt, je faisais référence à 1 sur 10 millions, l'impact que ça avait, c'est 100 000. Donc, de passer à taux variable, c'est on accepte des fluctuations, qu'on est prêt à vivre avec les conséquences par rapport aux fluctuations futures sur le paiement de notre dette. Lorsqu'on y va avec un choix à taux fixe, bon, on peut y aller de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec un prêt à terme traditionnel bancaire pour un terme donné, ou on peut explorer, ce qu'on va adresser aujourd'hui, l'avenue des produits dérivés. Encore là, on devra prendre la décision de quel terme on va vouloir protéger. Est-ce que c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Mais également, quel ratio de couverture? Parce qu'on n'est pas obligé de fixer à 100 avec les produits dérivés. Donc, on a quand même une alternative intéressante. Et puis là, ben, vous avez différents choix, soit des produits standardisés transigés en bourse ou avec votre institution financière, des swaps ou des options. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux modes-là, puis pourquoi un versus l'autre? Bien, dans un premier temps, au niveau des prêts traditionnels, vous êtes en terrain connu, donc aucun crédit additionnel requis, donc vous êtes déjà habitué, vous l'avez probablement déjà fait. Lorsqu'on parle de produits dérivés, bien, à ce moment-là, ça va nécessiter un crédit nécessaire avec votre banquier pour mettre en place ces produits-là, puis c'est nouveau. Donc, il y a une période d'adaptation, de compréhension de ces produits-là avant de se lancer là-dedans. Également, au niveau paperasse, il y a quelques documents là, qui devront être exigés. Si on regarde OTC, ça veut dire over the counter, donc c'est avec votre banque. Elle va exiger ce qu'on appelle un contrat cadre pour tous les produits dérivés qui s'appelle l'ISDA, un numéro d'identification pour pouvoir effectuer des produits dérivés et bien sûr le crédit bancaire pour vos transactions. Si vous optez pour les produits standardisés inscrits en bourse, transigés en bourse, à ce moment-là, vous aurez à gérer l'appel de marge initiale et les appels de marge potentiels en fonction des fluctuations que l'on connaîtra. Maintenant, comment ça fonctionne, la décision de dire j'ai une situation, j'ai un prêt ou deux prêts dans une banque ou dans deux banques, on le verra un peu plus tard, mais ici, j'ai une situation où je paye des taux variables, plus mon frais bancaire que mon banquier me charge. Donc, j'ai un taux variable qui est défini auquel s'ajoutent des frais bancaires pour un ou deux prêts. Parallèlement à ça, ce qu'on va mettre en place, c'est un swap. Un swap, c'est un outil distinctif qui vit de lui-même. Donc, comment ça fonctionne? Un swap, ben, c'est qu'on prend l'engagement de fixer un taux pour une période donnée et dans lequel, en échange, on va recevoir un taux variable. Lorsque l'on combine votre situation de prêt avec un swap, qu'est-ce qui va nous rester à ce moment-là? C'est que les taux variables seront éliminés de l'équation pour avoir une résultante d'un taux fixe relié au swap ainsi que les frais. Donc, à ce moment-là, il est possible, sans changer rien au prêt en place, de fixer vos taux d'intérêt pour une période désirée. Parlons-en maintenant du terme désiré. Comment ça fonctionne avec un prêt traditionnel? Bien, habituellement, on n'a pas beaucoup de choix. C'est-à-dire, on choisit le terme du prêt, puis on peut fixer pour le 5 ans, ou si c'est un prêt 3 ans, on fixe pour 3 ans. Si c'est un prêt plus long, on peut fixer pour ce montant ce terme-là. Donc, c'est souvent relié directement au terme du prêt. Avec les produits dérivés, bien, à ce moment-là, on a la flexibilité. Il n'y a rien qui nous empêche de fixer à différents moments dans le temps, un 2 ans, un 5 ans, un 7 ans, un 4 ans. Donc, à ce moment-là, on peut composer avec différents choix. Par rapport au ratio de couverture, j'en ai parlé précédemment rapidement, mais avec un prêt traditionnel, habituellement, c'est 0,1. C'est 0% fixe ou 100% variable, ou bien non, 100% fixe ou zéro variable. On a seulement deux choix. Tandis qu'avec les produits dérivés, bien là, vous avez la flexibilité de choisir le ratio que vous voulez entre le fixe et variable, et il n'y a pas de limite de ce côté-là. Un autre élément distinctif au niveau des deux types de solutions, c'est la valeur marchande.
qu'est-ce que la valeur marchande? Prenons un exemple d'un contexte initial où on a un terme de prêt de 5 ans qui a été négocié à un taux fixe de 1 auquel s'ajoutent bien sûr des frais bancaires, mais je les ai sortis de l'équation pour fin de l'exemple, et un notionnel de 10 millions. Assumant que votre prêt est initialement de 5 ans, on se retrouve 3 ans plus tard, il nous reste 2 ans de notre terme et pour X raisons, on veut devancer le remboursement et on veut se sortir de ce prêt-là. À ce moment-là, on tombe souvent dans le mot pénalité, avec les conséquences de pénalité. Comment ça fonctionne dans un prêt traditionnel? Bien sûr, c'est relié aux conditions de marché. Si les taux d'intérêt sont passés de 1 et ils sont descendus à 0 quand on mentionnait que pour chaque pourcentage, c'était 100 000 d'impact, il nous reste donc 2 ans, donc 200 000 là, à combler, à payer aux banquiers pour le compenser pour le fait que on s'est engagé pour 5 ans à 1 il nous reste 2 ans, les taux sont à zéro, c'est 200 000. Les produits dérivés, vous voyez que c'est exactement la même chose. La distinction se fait lorsque on appelle ça un mark-to-market positif, donc il y a une valeur marchande à l'avantage du client, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à payer 1 sur 5 ans, les taux ont monté à 2 Dans un prêt traditionnel, habituellement, on n'a pas accès à la valeur marchande. Tandis qu'avec un produit dérivé, il est possible de revendre le produit dérivé pour, à ce moment-là, encaisser la plus-value de la valeur marchande de la transaction. Donc, un avantage quand même indéniable en termes de gestion s'il y a des situations de vente d'une bâtisse ou de refinancement, des choses comme ça. Le produit dérivé offre une belle flexibilité de ce côté-là. Maintenant, lorsqu'on parle de stratégie puis de mise en place au niveau de la gestion, on peut travailler sur deux axes. Le premier axe, c'est une échelle de taux, c'est-à-dire, on l'a vu tout à l'heure, les taux sont passés de 2 en bas de 1 donc il est possible de travailler à mettre des ordres dans le marché pour fixer à des niveaux auxquels vous êtes souhaités ou pour lesquels vous êtes confortable. Une deuxième approche, c'est d'utiliser le calendrier, c'est-à-dire de forcer l'exécution avec le temps. Donc, on peut travailler sur les deux parallèlement. Et l'idée ici de l'exécution avec un calendrier, c'est de dire, bien, tous les trimestres, on a une dette de 10 millions, on en fixe 2 millions à tous les trimestres au cours des prochains trimestres jusqu'à temps qu'on ait comblé le ratio qu'on voulait. C'est deux éléments sur lesquels on peut travailler. Et à titre d'exemple de stratégie dynamique en termes d'échelle de taux, actuellement, un 5 ans, c'est aux alentours d'1 Donc, on pourrait prendre la décision d'en fixer un pourcentage à ces niveaux-ci, laisser une commande à 0,70 puis une autre commande à 0,50. C'est à titre de suggestion seulement. Vous pouvez adapter ça à votre réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle des commandes de prise de profit, take profit en anglais. Et dans tout le trading, le meilleur élément, c'est la discipline. Donc, on l'a vu que ça avait baissé rapidement, ça pourrait retourner rapidement pour toutes sortes de raisons. Donc, à ce moment-là, c'est de se discipliner dans un marché qui nous est moins favorable, mais de se forcer à fixer à des taux comme qui sont convenus. Lorsqu'on regarde les produits dérivés versus un prêt traditionnel, lorsqu'on est dans une situation qu'on a des financements dans plusieurs prêts avec différentes échéances, puis peut-être même différentes banques. Donc, dans l'exemple ici, on a 3 prêts, un avec une première banque qui finit en 2020, un deuxième en 2022, puis avec une troisième banque en 2024. Donc, quand je disais qu'il est possible de profiter de la situation actuelle pour le risque de renouvellement. Comment vont être les marchés dans 2 ans? Comment va être le marché à la fin de décembre? Donc, est-ce qu'il va y avoir un revirement rapide? Bien, avec les produits dérivés, il est possible aujourd'hui, dans le cœur de la tempête, de protéger le taux de renouvellement pour des échéances futures, soit 2020, 2022, même 2024. Donc, à ce moment-là, ça vous permet de fixer le taux sans même avoir tout renégocié le financement. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a une notion de financement, avoir l'argent. Si ce n'est pas une banque A, ça pourrait être la banque B, mais ultimement, vous allez retourner dans le marché pour vous financer. Et comme on dit, les taux d'intérêt sont les mêmes pour toutes les banques.
Donc, à ce moment-là, si les taux d'intérêt se mettent à augmenter, ben, les deux, la banque A et la banque B vont devoir refléter ça dans leur tarification puis le taux qu'ils vont vous offrir. Donc, il est possible en amont de gérer, dans le fond, le taux universel, si on veut, des banques pour vous prémunir d'une augmentation. Autre élément intéressant au niveau de la gestion des risques de taux d'intérêt à plus long terme, c'est lorsque vous avez des projets qui peuvent s'échelonner sur plusieurs phases. La phase 1, la phase 2 ou même la phase 3. Donc, on a la construction, par exemple, d'une usine qui nécessite là, du financement. Vous savez que par la suite, vous allez automatiser une portion de cette usine-là qui va nécessiter un deuxième financement. Et par la suite, si les choses vont bien, bien, vous aurez peut-être même l'agrandissement qui est prévu. Donc, dépendamment de votre planification, si les taux d'intérêt représentent un enjeu et puis pourraient mettre en péril justement les différentes phases de votre projet, il est possible de gérer le risque de taux d'intérêt pour les trois phases. Donc, à ce moment-là, ce que ça vous permet de faire, c'est d'éviter que si les taux d'intérêt se mettent à monter et que ça met en péril votre projet, ben, à ce moment-là, avec les produits dérivés, vous aurez su profiter des conditions de marché qui valaient la peine quand vous avez commencé à réfléchir à tout votre projet et puis exécuter des transactions pour vous protéger. Donc, l'autre élément intéressant qui on doit se poser de plus en plus, c'est de faire attention, c'est les fameuses clauses de taux d'intérêt négatifs. C'est sûr qu'il y a des régions actuellement sont en territoire négatif. On pense au Japon, en Europe, la Suisse. Ici au Canada, ce n'est pas encore le cas. Mais dans certaines situations, votre banquier va mettre une clause dans laquelle que si les taux d'intérêt deviennent négatifs, vous n'en profiterez pas. Donc, ça va descendre à zéro, mais si les taux d'intérêt sont moins 1, bien, vous allez payer zéro plus le frais du banquier toujours. Donc, à ce moment-là, c'est une situation un peu particulière que je voulais juste mettre à votre attention de lire dans vos conventions de crédit. Est-ce que vous en avez une ou vous n'en avez pas? Ou posez la question à votre banquier pour bien comprendre. Puis, ça va être important de comprendre ces notions-là avant d'exécuter des produits dérivés pour s'assurer qu'on gère bien l'ensemble des risques. Donc, dans une situation où les taux d'intérêt, comme je le mentionnais, tomberaient négatifs, puis vous avez un plancher à zéro, bien, votre banquier, lui, il a accès au marché financier qui est négatif. Donc, lui, ça va lui générer une rentabilité additionnelle là, de près de 1 soit l'écart entre le plancher et le taux où il sera rendu. Donc, c'est l'équivalent à ce qu'on appelle une option pour le plancher. Ça a une valeur, ça. Puis on est capable de la quantifier, cette valeur-là, pour justement vous aider à établir OK, dans quoi vous embarquez, c'est quoi l'avantage que vous conférez à votre banquier, puis dans votre négociation de votre tarification, bien, d'en tenir compte. Si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le négocier. Si vous en êtes conscient, bien, à ce moment-là, ça vous donne un argument pour négocier avec lui. Quand on regarde maintenant les taux variables les plus connus sont le taux préférentiel des banques et les acceptations bancaires. Vous avez ici une historique là, de la fluctuation. Comme on voit, le taux préférentiel va bouger en fonction du taux directeur de la Banque du Canada, donc ça va être en escalier. Tandis que le taux des acceptations bancaires, lui, va évoluer en fonction des anticipations de marché et du discours de la Banque du Canada. Donc, à ce moment-là, pour avoir des devancer un peu ou euh, une hausse des taux ou une baisse des taux. Quand on regarde les deux taux préférentiels versus les acceptations bancaires, rapidement les distinctions. Premièrement, un taux préférentiel, c'est offert habituellement d'entrée à tous les clients qui veulent une marge de crédit. Ça va être le taux qui va être utilisé comme référence pour le prêt, plus au moins des fois une marge pour le banquier. Ça suit, comme je le mentionnais, le taux directeur de la Banque du Canada. C'est un emprunt qui est très flexible, c'est-à-dire qu'on peut emprunter des montants, des petits montants tous les jours, puis on peut les rembourser également. Donc, c'est très flexible. Lorsqu'on regarde une acceptation bancaire, bien, c'est souvent un privilège qui est octroyé aux clients par le banquier et c'est transigé directement sur les marchés. Il faut comprendre qu'une acceptation bancaire, une fois qu'elle est, c'est un bout de papier historiquement qui était émis, qui peut être racheté par des fonds de pension, par exemple, qui ont des liquidités temporaires pour un mois, 2 mois ou 3 mois, qui vont acheter, par exemple, les acceptations bancaires d'une banque
spécifique. Donc, c'est transigé directement dans les marchés. Donc, ça a un avantage pour la banque et habituellement, ça a un avantage aussi pour le client en termes de tarification. Le désavantage, par contre, c'est un emprunt qui est moins flexible. Donc, c'est un bloc d'emprunt. Vous voyez ça comme un peu une valise. Vous empruntez 500 000 pour le prochain mois. Si vous n'avez juste besoin de 400 000, vous avez emprunté 500 000, donc vous allez payer des intérêts sur le 500 000 et non ce sur quoi vous allez vraiment utiliser, soit le 400 000 dans mon exemple. Donc, souvent, les clients, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser une stratégie mixte d'acceptation bancaire et de taux préférentiel pour profiter du meilleur des deux mondes. Donc, c'est une, je vous invite à explorer ça avec eux. Puis après ça, une fois que vous aurez déterminé le taux de référence pour le taux variable, ben, à ce moment-là, les revenus vont être appliqués. Donc, en conclusion, il y a toute la question, les questions clés, ben, c'est bien sûr la volatilité des taux d'intérêt. Si ça a un impact sur votre entreprise, vos projets, c'est quelque chose qui pourrait être adressé. Encore là, c'est toute une question de tolérance au risque. Si vous avez des échéances de financement à venir, vous pouvez profiter de la situation malencontreuse d'aujourd'hui pour améliorer votre sort dans le temps. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pourriez explorer avec justement l'avenue des produits dérivés. Et si vous avez, si vous n'avez pas d'idée de la tarification au niveau de vos transactions, ben, ça, c'est quelque chose que vous devriez porter une attention parce qu'habituellement, il est relativement simple de cacher des sommes assez importantes de ce côté-là. Et puis, si vous aimeriez un conseil indépendant pour votre stratégie, mais également de la tarification, bien sûr, ce sont des éléments clés que vous devriez vous demander, pas juste regarder ce qui vous est présenté, mais d'avoir un son de cloche extérieur par rapport à ces éléments-là. Souvent, on demande c'est quelle est la meilleure stratégie. Bien, la meilleure stratégie, c'est celle qui permet à la réflexion de précéder l'action. Donc, de prendre le temps de regarder c'est quoi votre situation, votre pricing power, votre tolérance au risque avant de vous embarquer dans des produits qui parfois peuvent être complexes, mais qui peuvent être intéressants dépendamment des situations dans lesquelles vous êtes.